Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 100% Sénat, l'émission qui vous permet de plonger au cœur de l'actualité sénatoriale. Aujourd'hui, nous vous proposons un retour sur l'audition de 3 économistes, Éric Heyer, Olivier Rodoulès et Natacha Valla, questionnés par la Commission des finances du Sénat au sujet du budget 2026. L'occasion pour ces spécialistes d'exposer plusieurs scénarios possibles quant à leur impact sur la trajectoire de la dette publique à moyen terme. On regarde. 5 ans après la crise sanitaire, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc la France a une croissance de 5,1% en cumulé depuis 5 ans. Est-ce que c'est une bonne performance? Vous voyez, relativement à la moyenne de ses partenaires européens, qui est à 6%, on peut dire que c'est légèrement en dessous. Alors attention, il y a tout de même l'Irlande qui a une croissance extraordinaire parce que lui serait à 48,5% si j'avais dû le mettre sur ce graphique. Donc vous voyez, hors Irlande, on est dans la moyenne de nos partenaires. Donc on a passé la crise économique d'un point de vue du PIB à peu près comme nos partenaires. Ce qui est notable, c'est que habituellement c'est les pays du Sud qui sous-performent et l'Allemagne et les pays du Nord qui surperforment. Et là, c'est complètement inversé. Là, on voit que l'Allemagne est un peu au cours de ces 5 années, le pays qui a connu le moins d'activité, de croissance de son activité, dont quasiment tous les pays de l'OCDE, alors que l'Espagne et l'Italie connaissent des croissances relativement soutenues. Un élément, je vais passer vite sur les enquêtes, ce qui nous surprend aujourd'hui, c'est que malgré toute l'incertitude sur laquelle on va revenir, la croissance résiste. Et si on croit à notre indicateur avancé, qui est un no-casting, qui prend l'information toutes les semaines, et donc tous les mardis, on a un nouveau chiffre de croissance pour ce 3e trimestre, cette croissance résiste. On aurait entre 0,2 et 0,3 si on prend tous les indicateurs avancés. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en récession et qu'on a quand même encore de l'activité. Ce qui me paraît être central, et pour nos éléments notamment de multiplicateurs budgétaires, c'est que lorsqu'on questionne les chefs d'entreprise, quand l'INSEE le fait, vous voyez, les freins ont complètement changé. C'est-à-dire qu'en 2022, 2021, 2022, 2023, les principaux freins, c'était les freins d'offres. Il y avait des gros problèmes d'approvisionnement et des grosses difficultés pour recruter. Aucun problème de demande. Vous voyez, la courbe bleue était à son niveau le plus bas. Aujourd'hui, d'accord, on a la même croissance économique, mais avec des freins qui sont complètement inversés. C'est aujourd'hui, le frein principal, c'est la demande. Et on est revenu à des freins de demande qui prévalaient avant la crise sanitaire, même légèrement au-dessus de ce qu'on observait en 2019, tandis que les freins d'offres ont quasiment disparu, notamment les freins d'approvisionnement. Et ça va être important si on croit aux effets multiplicateurs qui dépendent en fonction du cycle économique. On voit que faire une restriction quand le principal frein est la demande peut avoir des conséquences sur l'activité un peu plus forte. C'est confirmé par la Banque de France qui nous indique dans leur enquête d'octobre que les industriels et les chefs d'entreprise dans le bâtiment indiquent qu'ils ont aujourd'hui des niveaux de carnet de commandes qui sont très nettement en dessous de leur moyenne, à des niveaux qui ont été rarement observés. De leur côté, les ménages n'ont pas le moral, donc c'est un moral qui reste très dégradé, en dessous du niveau observé au moment des Gilets jaunes ou du grand confinement. Donc c'est pas non plus un niveau de confiance qui laisse présager une reprise de la consommation. Tout ça, mais ça a été rappelé par Monsieur le Président, dans un moment où l'incertitude au niveau national et de la politique nationale mesurée par 3 économistes est à son niveau, pas le plus élevé, mais en tout cas à des niveaux extrêmement élevés. Donc ça nous amène à avoir un taux d'épargne des ménages très élevé et que l'on va considérer encore élevé jusqu'à l'horizon de notre prévision, même si on voit une très légère baisse. J'y reviendrai si vous avez des questions sur les déterminants de cette baisse. Mais oui, la taxe inflationniste, oui, les revenus financiers et les hausses de taux d'intérêt qui avaient maintenu ce taux d'épargne élevé vont avoir une petite pression à la baisse. Et donc, on peut observer une légère baisse, mais on va rester à des niveaux extrêmement élevés de taux d'épargne. Un petit point quand même sur comment est constituée cette épargne. Et ça nous semble important de rappeler que traditionnellement, l'épargne était essentiellement de l'épargne immobilière,
très peu de l'épargne financière. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Majoritairement, là, l'épargne est constituée par une épargne financière, plus de 10 points de revenus des ménages qui est épargné d'un point de vue financier, qui fait que la France est aujourd'hui le pays où le taux d'épargne financier des ménages est le plus élevé. Habituellement, c'était l'Allemagne. Et là, on est passé de 5 points de taux d'épargne financière à 10 points. Donc, on a été multiplié par 2 au moment de cette crise, depuis la crise sanitaire. Et on est le pays où l'épargne financière est la plus élevée, ce qui explique une partie, on va le voir, des revenus. Sur le marché du travail, c'est intéressant de dire qu'il y a un retournement qui est en place. Alors, ça peut être une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voyez, l'analyse, mais Natacha Valla, il reviendra peut-être là-dessus, mais globalement, avant la crise, la productivité des salariés a augmenté de 0,9 par an. D'accord. Et puis, c'est la courbe bleue. Vous voyez. Et puis, il y a eu un effondrement de cette productivité. Et au pic de son effondrement, on avait perdu 3 points de productivité par rapport à 2019 et 6,5 par rapport à nos partenaires. Donc, il y avait vraiment une spécificité française en termes de productivité. Et cette spécificité française, vous avez 2 façons de le dire. Soit vous parlez de perte de productivité, soit vous dites, comme le gouvernement, on a enrichi la croissance en emploi. Mais c'est le même phénomène. Pourquoi on préfère, nous, économistes, parler de perte de productivité? C'est que la perte de productivité, il faut bien que quelqu'un la paye. C'est soit les salariés, soit les entreprises, soit les finances publiques. Et vous allez voir comment cette perte de productivité a été compensée. Alors, ce que l'on observe depuis maintenant 2023, c'est un retour quand même des gains de productivité. C'est-à-dire qu'il y a un rattrapage qui est certain, et un rattrapage relativement rapide, puisque les tendances depuis 2023 sont plutôt de 1,8. Et donc on rattrape une partie de notre retard par rapport à 2019 et une partie de notre retard par rapport à nos partenaires. Et ce que l'on va avoir en prévision, c'est on va continuer ce rattrapage. Mais attention, si vous faites de la productivité sans croissance économique, ça va faire des destructions d'emplois. Et c'est ce qui est dans les tuyaux. Je passe vite sur les déterminants de cette perte de productivité. Mais ce que l'on constate, c'est que les marges des entreprises n'ont pas chuté au cours de cette période, puisque macroéconomiquement, elles sont 1 point au-dessus du niveau de 2018-2019. On ne sait jamais quelle année retenir pour les marges, puisque souvenez-vous, avec le double CICE en 2019, ça a eu des incidences sur les marges. Donc peut-être que 2019 n'est pas la bonne année de référence d'un point de vue sectoriel. Mais bon, ce graphique par rapport à 2019 ne change pas. D'accord. Donc on est 1 point au-dessus. Certes, il y a des secteurs qui ont perdu en marge, mais globalement, les entreprises n'ont pas payé cette perte de productivité. Les 2 acteurs qui ont payé, ce sont les salariés avec une perte de salaire réel mensuel de base évaluée par l'INSEE à 2,2 points au cours des dernières années, et les finances publiques. Et donc ça me fait la transition sur les finances publiques qui sont passées de 3,4 points de déficit en 2019 à quasiment 6% en 2024. Donc là, vous avez sur la dernière décennie, cette évolution. Donc ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas une dérive au cours de cette décennie et un dérapage des dépenses publiques, puisque c'est relativement stable. Et même si on se compare à 2019, on a un niveau des dépenses publiques légèrement en dessous de 2019, à 57,1 contre 57,3 points de PIB. Et si les déficits sont apparus, c'est plutôt parce que les recettes sont passées de 54 points de PIB à 51,3. Donc c'est bien une baisse de ces prélèvements obligatoires qui serait une partie de l'explication de la dérive des finances publiques. Alors c'est sûr que si on se compare à nos partenaires, on reste à des niveaux très élevés et de dépenses publiques et de recettes, nettement. On voit bien le choix collectif qui a été fait en France. Mais depuis les dernières années, vous voyez, et notamment cette crise, on voit que dans quasiment tous les grands pays, on a eu une augmentation et de la dépense publique. Là, on peut dire qu'il y a eu une marge d'escalier sur la dépense publique. Vous voyez, l'Espagne, au Royaume-Uni, il y a bien eu une marge d'escalier sur la dépense publique. Donc Royaume-Uni, Espagne, un peu aussi en Allemagne, mais en Italie, mais qui a été compensé, sauf au Royaume-Uni, par une augmentation des prélèvements obligatoires dans tous ces pays. La France se distingue des autres, non pas sur la dégradation le dérapage des dépenses, mais plutôt sur un choix de baisse et peut-être de convergence vers les autres, mais une convergence uniquement sur les recettes, pas sur la dépense publique.
Et comment ça s'est traduit? Qui a bénéficié finalement de ces baisses? Alors plutôt les ménages sur la période récente, mais il faut rappeler que les ménages, leur prélèvement obligatoire avait fortement augmenté entre 2010 et 2017. Et donc là, on voit que ça compense légèrement et que les prélèvements obligatoires sur les entreprises, bon, c'était sur un plateau plutôt à la baisse depuis un certain nombre d'années et a légèrement baissé au cours de cette période-là, la TVA étant ni du côté des ménages, ni du côté des entreprises. Et vous avez les mesures qui distinguent. Donc tout ça dans un contexte de hausse de taux d'intérêt, d'accord, mais de hausse de taux d'intérêt qui est pour tout le monde. Il y a bien une marge d'escalier, alors supérieure. Si on voit comment la France s'est positionnée, c'est pas en regardant l'augmentation de ses taux, mais plutôt l'augmentation des taux par rapport à l'Allemagne. Et donc c'est ce qu'on appelle le spread. Moi, ce qui me rassure quand je vois ce graphique, c'est qu'on voit que globalement, les spreads dans tous les pays, en Europe en tout cas, sont en train de converger. Moi, je vois ça comme une bonne nouvelle. Je pourrais y revenir si vous voulez. Mais c'est vrai que dans la période récente, alors qu'on avait un spread de 0,5 avec l'Allemagne, depuis la dissolution, on est plutôt passé à 0,8. Donc il y a bien une petite incertitude politique qui a pesé sur l'augmentation de ces spreads à hauteur de 0,3 si on fait une première analyse graphique. Ce qui va faire que globalement, dans nos prévisions, puisque la dette, les déficits vont certes légèrement baisser, mais ça ne va pas suffire à stabiliser la dette va augmenter et la charge d'intérêt également. Alors sur la charge d'intérêt, je pense que c'est tout de même dans le débat, il faut bien indiquer que oui, les charges d'intérêt vont augmenter, mais on va être à des niveaux qui ne seront pas des niveaux records en termes de charges d'intérêt ramenées au PIB, qui est en fait la contribution par rapport au revenu national. Là, vous voyez qu'on est à 2,1, quand dans les années 90, début des années 2000, on était plutôt à 3,5, 3. Donc même avec dans nos projections, certes, on va augmenter, mais on ne sera pas à des niveaux records. On a déjà connu de tels niveaux. Et si on se compare aux pays, aux grands pays, vous voyez, en 2024, on consacre 2,1 points de PIB au remboursement, enfin à la charge d'intérêt, quand dans les autres pays, à part l'Allemagne, ils sont tous entre 2,4 et 4,7 points. Donc ce n'est pas un niveau record que l'on peut avoir dans d'autres pays. Certes, c'est mieux d'avoir un point de remboursement, mais vous voyez, on a déjà connu pire, et dans d'autres pays, ils sont 2 points en dessous, sans que ça les empêche d'avoir des politiques, on pense notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays, qui leur permettent d'investir dans l'avenir. Je parlerai des multiplicateurs plus tard s'il y a des questions, mais j'aimerais juste conclure en vous rappelant notre scénario de croissance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans notre analyse, puisqu'on a quand même encore, selon nous, de l'activité en réserve, on aurait pu connaître 1,4% de croissance au cours des deux années 2025-2026. Mais il y a eu des chocs, et ces chocs sont plus négatifs que positifs. Alors, il y a quand même un choc positif qui nous arrive, c'est le choc de politique monétaire. Il y a la baisse des taux d'intérêt qui a été engrangée, et puisqu'il y a à peu près 18 mois d'effet retardé de ces baisses de taux sur l'activité, l'année 2026, c'est une année qui va être soutenue par la politique budgétaire et les baisses de taux. D'accord. Mais malheureusement, ça va être contrebalancé par les effets de la politique budgétaire qui va retirer 0,4 et 0,8. On pourra détailler s'il y a des questions. Et l'incertitude économique qui ampute la croissance de 0,6 cette année et de 0,3 l'année prochaine. Il y a les effets aussi liés au commerce mondial et à la politique tarifaire américaine qui va amputer entre 0,1 et 0,2. Et donc au total, on devrait arriver à 0,7 de croissance économique. Tout ça dans un contexte où l'inflation va légèrement repartir à la hausse en 2026, essentiellement par l'inflation liée aux services, pas l'industrie, et donc un pouvoir d'achat qui va être négatif en 2026, exclusivement par l'effet de l'emploi que je vais juste mentionner dans le slide suivant, et donc un taux d'épargne qui devrait certes être en légère baisse, mais rester à des niveaux très élevés. Je vous rappelle que le taux d'épargne en France est plutôt aux alentours de 15%, et donc on va rester très nettement au-dessus. Sur le marché du travail, donc on envisage à peu près 170 000 destructions d'emplois entre 2025 et 2026. Ça, c'est les salariés.
Les non-salariés, ça va être un peu plus mitigé, donc ça fait plus que 160 000 destructions d'emplois, puisqu'il y aura des légers gains de création d'emplois non salariés, mais un taux de chômage qui, du coup, repartirait à la hausse et s'établirait jusqu'à 8,2 à la fin 2026. Alors là, un petit mot, on n'a pas pris en compte une éventuelle suspension de la réforme des retraites qui pourrait avoir une incidence sur la population active. Bon, c'est un point que l'on mettra à jour dans notre prévision. Dernier slide. Donc les déficits, alors la charge d'intérêt devrait continuer à augmenter, passer de 2,1 à 2,5 à l'horizon 2026, avec un déficit qui baisserait très légèrement, de 0,4 chaque année, et s'établirait à 5,4 en 2025 et 5% en 2026, et une dette publique qui continuerait à augmenter, puisque 5% de déficit n'est pas le déficit qui stabilise la dette, et donc la dette s'établirait à 117,6 à l'horizon 2026. On est dans un univers économique où la croissance mondiale, comme la croissance française, résiste plutôt bien jusqu'à présent, malgré l'ensemble des chocs qui les ont touchés. Quand on regarde les indicateurs d'enquête qu'on appelle de directeurs d'achat au niveau mondial, qui sont une synthèse de la même enquête qui est faite dans la plupart des économies. On voit que sur le secteur manufacturier au niveau mondial, on est proche de ce qu'on appelle le seuil de 50 qui correspond plutôt à une croissance, au rythme de croissance moyen terme. Et pour les services, on est même un peu au-dessus, et à des niveaux qui sont relativement élevés. On a vu des points bas en 2023 et en 2024. On a eu des redressements récents. On a beaucoup parlé, beaucoup craint un ralentissement du commerce mondial. Ce n'est pas ce qu'on a observé encore pour l'instant. Alors ça devrait venir, c'est notre prévision, mais on a eu plutôt une accélération au cours de la période récente. Je parle en volume et sur les biens, sans doute pour partie du fait de l'adaptation des chaînes de valeur aux tensions commerciales. Donc, on n'a pas eu forcément pour l'instant encore l'effet négatif des politiques de la guerre commerciale sur les échanges. Quelques éléments, un petit peu de zoom pays. Sur les États-Unis, notre appréciation, c'est qu'on a une croissance qui maintenant est tenue uniquement par le secteur technologique. On a vu l'emploi dans l'ensemble de l'économie se modérer fortement. Et quand on enlève des chiffres du PIB américain, les secteurs qui correspondent aux hautes technologies, en fait, on est plutôt au premier semestre sur une forme de stagnation. Donc, nous, notre scénario est plutôt celui d'un ralentissement d'ensemble de l'économie américaine dans les mois à venir. Un deuxième sujet qui vient plutôt de Chine, on a vu, vous en avez parlé d'ailleurs dans un certain nombre de domaines, l'inondation, l'arrivée de produits chinois en Europe. Alors quand on se met dans une perspective un peu plus longue, on voit qu'on est en train de vivre un deuxième choc chinois. On a vu un premier choc chinois qui avait touché l'Europe au début des années 2000 avec l'entrée de la Chine dans l'OMC. Là, avec la construction des surcapacités chinoises, on est en train de vivre un choc de même ampleur qui arrive en conjonction avec la fermeture partielle, on va voir ce qui va se passer les prochains jours, du marché américain. Et quand on parle de la Chine, il faut voir qu'on a un vrai sujet à la fois de quantité, mais aussi de prix. La Chine n'a pas vu ses prix à l'exportation augmenter. Quand on compare entre aujourd'hui par rapport à 2019, on est à peu près au même niveau de prix d'exportation quand les États-Unis ou l'Europe ont connu des fortes hausses. Et donc, en fait, il y a eu un gain en termes de compétitivité prix à l'exportation de la Chine. Et c'est ce qu'on a comme retour aussi quand on parle à nos adhérents industriels, c'est qu'ils sont en train de se dire, au fond, la Chine est capable de nous exporter des choses de qualité comparable à ce qu'on produit en Europe, mais à des prix 20 ou 30% moins chers, ce qui est une nouvelle donne qui est en train de se produire sous nos yeux. Parmi les éléments de positifs qui pourraient survenir à court terme, alors il y a, je partage avec Eric le fait que les taux d'intérêt pourraient sans doute s'assagir, mais par ailleurs, on a sans doute, en tout cas ce qu'on est en train d'observer, c'est que sur le marché pétrolier, on a un excédent d'offres. Alors,
à voir comment ça se traduit, comment la Chine intervient et occupe absorbe une part de cet excès d'offres, mais on pourrait anticiper même une modération future des prix pétroliers. Donc nous, notre prévision pour l'ensemble, pour l'environnement international, c'est plutôt une croissance qui se modère un peu en 2026, comme elle s'est modérée en 2025. Donc on est à 3,3 de taux de croissance pour le PIB mondial en 2024, on sera à 3 en 2025, à 2,8 en 2026, avec du côté des États-Unis un ralentissement, mais qui est déjà là en fait, qui est déjà en 2025, et à 2026 devrait être un taux de croissance à peu près aussi proche que 2025. Et en zone euro, une forme de résilience, avec en Allemagne des mesures de soutien budgétaire qui vont soutenir l'activité. Alors tout dépend bien sûr de la capacité du gouvernement allemand de mettre en œuvre ces dépenses, mais notre appréciation, c'est qu'on aurait une redressement de la croissance allemande. Et en France, en fait, une forme de résilience, c'est-à-dire on est à 0,7 aujourd'hui, notre prévision pour 2025, c'est 0,7 de croissance du PIB en France, et pour 2026, c'est 0,9. C'est un peu en dessous de la croissance potentielle, donc on aurait un léger creusement de l'écart de production, mais ce n'est pas une récession ou même un net ralentissement. Sur la France, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu donc une forme de résilience ces dernières années. Nous, prévisionnistes, et en particulier Rexecode, on a pu être surpris parfois par la bonne tenue de la croissance économique, mais cette croissance économique, en fait, elle recouvre des réalités sectorielles très différentes, avec d'un côté la construction qui est toujours environ 5 points en dessous de son niveau d'activité de 2019 dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de durcissement des réglementations. L'industrie manufacturière qui stagne à peu près à son niveau de 2019 aujourd'hui depuis début 2023, et les services qui se portent plutôt bien, les services marchands. Donc on a des dynamiques très différentes entre secteurs. Si on se place du côté de la demande, on a aussi une forme de divergence avec d'un côté la demande des ménages qui a fortement augmenté sur les services, et par contre qui est complètement atone sur les biens en fait, et qui est à peu près 3 ou 4% en dessous de son niveau de 2019. Et par ailleurs, si on parle de la demande des ménages, on a encore aujourd'hui, on vit encore une crise du logement et de la construction immobilière. Sur les entreprises, on a une histoire un peu plus positive, alors sous réserve de l'incertitude politique, j'y reviendrai, mais si on se refait un petit peu le film de ces dernières années, on avait tous été, je pense, collectivement surpris par la forte dynamique d'investissement des entreprises en sortie du Covid. En fait, l'investissement des entreprises suivait une trajectoire américaine, alors que l'Allemagne avait complètement décroché. Et on le voit dans ce graphique où la courbe bleue surplombe, c'est la France, surplombe l'investissement des autres pays européens. Mais cette histoire, elle s'est arrêtée mi-2023. Avec sans doute l'effet des hausses des taux d'intérêt, aussi l'impact de la crise énergétique. Et on a eu une forte baisse de l'investissement des entreprises entre mi-2023, pour faire simple, et mi-2024. Depuis, il est à peu près stable, en fait, malgré la dissolution et malgré ce qu'on aurait pu croire en termes d'impact de la dissolution sur l'investissement des entreprises. En fait, il a stagné depuis un an, globalement. Mais on est aujourd'hui à peu près 10 points en dessous de la tendance qui suivait pré-crise et qu'il avait suivi en sortie de Covid. Alors, quand on se pose la question de où vient la chute de l'investissement des entreprises, ou ce déficit d'investissement des entreprises, il vient à la fois de la construction, dans un contexte qui, globalement, où la construction va mal, mais c'est à la fois la construction de logements par les ménages, mais aussi la construction de locaux de production par les entreprises qui se portent mal, mais aussi, par ailleurs, tout ce qui est bien manufacturé. À l'inverse, les entreprises ont continué à investir de manière dynamique dans les services marchands. Donc on peut penser notamment à tout ce qui touche au numérique. Et ce que nous, notre scénario pour les entreprises, au fond, c'est qu'aujourd'hui, on a une sorte de retard d'investissement qu'il faudrait rattraper. Alors comment on peut voir ce retard, ou comment on peut voir cette capacité de rebond? Le premier, c'est que sur la valeur ajoutée, qui habituellement comprend les déterminants d'investissement des entreprises, vous avez la valeur ajoutée, vous avez le coût du capital, vous avez le taux d'utilisation des capacités. La valeur ajoutée, en fait, a continué à progresser, alors que l'investissement, ça en est décorrélé depuis quelques temps. Donc on a une forme de retard d'investissement des entreprises sur la valeur ajoutée.
remonter. Le taux d'utilisation des capacités de production remonte. En fait, il avait diminué assez bas mi-2024. Maintenant, il est en train de se redresser depuis quelques trimestres. Et puis, par ailleurs, les conditions de financement des entreprises sont en train de devenir plus favorables, notamment si on les regarde en termes réels. Donc, peut-être un point de nuance par rapport à ce que disait Eric Heyer tout à l'heure. Effectivement, qu'on regarde les indicateurs les réponses des entreprises quant aux difficultés de demande ou aux difficultés d'offres. Par rapport à la sortie du Covid, les difficultés de demande ont monté, mais par contre, elles restent relativement proches de la moyenne elles restent nettement inférieures à la moyenne de longue période. Donc en fait, on avait surtout une demande extrêmement forte en sortie du Covid. Par contre, les difficultés d'offres restent proches de la moyenne de longue période et par ailleurs supérieures à ceux qu'on avait en période de récession qui était la première partie, on va dire, de la décennie 2010. Et nous, un indicateur que l'on regarde d'assez près, ce sont les soldes d'enquête qui concernent les secteurs qui fournissent aux entreprises les biens d'investissement, et cela, il se redresse de manière assez nette. Donc, quand on met tout ça bout à bout, on a une anticipation en fait de redressement de l'investissement des entreprises dans les modérés dans les prochains mois, mais on a une grosse hypothèque qui est l'incertitude politique. Alors il se trouve on mène une enquête avec BPI France de manière trimestrielle. Il y a la dernière enquête que nous avons menée. Elle est tombée juste au moment, en fait, la moitié d'enquête, la moitié réponse, on les a eues juste avant l'annonce du vote de confiance par le Premier ministre, et l'autre moitié après. Donc là, on a vu vraiment un net changement de perception, ou en tout cas d'intention des entreprises quant à la fois au maintien ou au report, à annulation des investissements ou des embauches futures. Donc c'est vraiment un point d'incertitude vis-à-vis de notre scénario, mais pour l'instant, quand on regarde les données en dur ou les enquêtes, on est plutôt tenté de se dire que l'investissement, sous réserve de l'impact de l'incertitude politique, pourrait être un moteur de croissance modeste pour 2026. Nous, l'incertitude politique, on la chiffre globalement, les effets cumulés autour à peu près de 0,2 points de PIB, de coût de moindre PIB à fin 2026. Donc on a une estimation aussi d'un impact qui est négatif sur l'activité, un peu plus faible que l'OFCE. Et globalement, notre scénario économique, c'est celui donc d'une croissance qui se redresse un petit peu en 2026, mais qui reste inférieur à son potentiel, d'un investissement qui se redresse, qui croîtrait de 1% en 2026, mais cela compenserait à peine la baisse de 2025. C'est un taux d'épargne des ménages qui diminuera un petit peu, cela soutiendra un peu la consommation, mais le taux d'épargne des ménages resterait très élevé. Et c'est un solde budgétaire qui serait proche de 5,3% en 2025 et un déficit budgétaire qui serait proche de 5,3% en 2025 et de 5% du PIB en 2026. Donc là, on est assez proche avec nos collègues de l'OFCE sur nos prévisions de déficit public, malgré des hypothèses macro un peu différentes. Si on regarde un peu la suite, je vais essayer de ne pas trop abuser de mon temps, je vais un peu dépasser, je vais prendre quelques minutes de plus. On se pose la question où on se situe au-delà de 2026. Alors pour 2026, on a essayé de prendre les coups partis et on arrive à ce chiffre de 5%, mais qui a été au fond, qui est dans la bouche du Premier ministre, qui a apparu lui-même, a dit qu'on pourrait aller jusque-là, et c'est ce qui nous semblait le point d'atterrissage, tout scénario confondu, un point d'atterrissage réaliste du déficit pour 2026. Mais si on se projette un peu plus loin, on voit qu'on part d'une situation où les finances publiques sont très dégradées, avec à peu près 5 points de PIB de déficit structurel, où on estime pour l'instant l'écart de production assez faible, il augmenterait un petit peu l'an prochain. On a une difficulté à faire passer une modération de la dépense publique, à la fois sur les ménages, mais aussi sur l'économie. On se rend compte qu'on parle aux différents secteurs. Et ce que l'on voit, c'est que les options qui circulent et qui sont des points d'atterrissage possibles compte tenu de la politique, nous éloignent de la trajectoire qui a été présentée par le gouvernement aux autorités bruxelloises. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que lorsqu'on regarde la composition des mesures qui sont discutées, qui sont mises sur la table, toutes n'ont pas forcément le même impact
sur la croissance économique, et à moyen terme et à moyen long terme comme à court terme, et avec une forme de dichotomie entre les mesures qui sont plus favorables ou moins défavorables à moyen terme et celles qui le sont plus à court terme. Et on a l'impression du fait du contexte politique, on va plutôt viser des choses un peu plus court-termistes, mais qui risquent de pénaliser, qui posent la question de l'impact de ces politiques sur la croissance au potentiel et donc la capacité de production de l'économie future. Peut-être un dernier point. Alors, on a habituellement en France, c'est en tout cas c'est au moins ce qu'on avait fait en 2010, on a le réflexe de consolider les finances publiques en activant le levier de la fiscalité. C'est un levier sur lequel peut-être il faut appuyer de manière un peu plus précautionneuse cette fois-ci. Déjà parce que le quantum d'efforts à faire est très important, mais par ailleurs parce qu'on n'a pas complètement absorbé le choc qu'on avait fait au début des années 2010. Si on fait le compte des mesures fiscales qui avaient été faites entre 2010 et 2013, pour faire simple, au total, ça fait 3,5, 3,6 points de PIB de choc fiscal cumulé de mesures nouvelles, si on prend l'évaluation qui est faite dans les annexes des PLF. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors, effectivement, si on prend le point de départ de 2014, on a baissé un petit peu les recettes depuis, mais on partait d'un niveau tellement élevé qui était jugé de manière collective comme intenable. C'était ça l'idée derrière d'abord le pacte de responsabilité, puis avant ça le rapport Gallois. On a commencé d'ailleurs à baisser les impôts et les prélèvements des entreprises, c'était le CICE, et ensuite on a commencé à passer au ménage à partir de 2017-2018. C'était notamment la suppression de la taxe d'habitation, puis ensuite la suppression de la première tranche d'hier, etc. Et donc, mais aujourd'hui, les ménages sont toujours à peu près un point de PIB de prélèvement de plus qu'en 2010. Et les entreprises paient à peu près le même niveau après la surtaxe IS. Et quand on se compare au niveau européen, effectivement, on a toujours une forme de surfiscalité des entreprises avec un écart de la masse des prélèvements que supportent les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes, qui est de l'ordre de 4,4 points de valeur ajoutée, ce qui fait à peu près 65 milliards d'euros. Donc voilà, donc on a cette situation qu'il faut prendre en compte quand on se pose la question d'un effort de consolidation budgétaire. Alors je voudrais juste, avant de conclure, vous présenter un exercice dans lequel on a essayé de se poser la question en fonction des mesures et des options de politique économique qui seraient prises, quelles pourraient être en fait celles qui seraient les plus compatibles avec la soutenabilité des finances publiques, et notamment, ça veut dire, dans mon sens, la stabilisation de la dette publique à moyen terme. Donc là, ce graphique il va jusqu'à 2050, et celles qui ne le seraient pas. Et pour faire très simple, en fait, donc on a examiné un ensemble de scénarios qui sont des scénarios polaires. On pourrait sans doute les ajuster d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui ressort de cette analyse, c'est que si on prend garde à faire l'effort qui a été annoncé, qui est celui que le gouvernement a affiché dans son PSMT l'an dernier, qui est de l'ordre de 4,6 points de PIB d'ajustement d'ici 2031, on peut assurer la soutenabilité des finances publiques. On peut même aller plus lentement dans l'effort. Ce n'est pas un sujet. Par contre, si on fait moitié moins, on risque, et ce sont les deux courbes de dette tout au-dessus, on risque de rentrer dans un scénario d'équilibre instable, parce qu'en fait, il suffirait d'une petite hausse des taux d'intérêt pour ensuite nous faire avoir une trajectoire explosive de la dette. Et donc voilà, donc on a deux scénarios polaires où on fait l'effort qui est prévu et qui est d'ailleurs un effort qui a été sans doute concerté avec la Commission européenne, où on ne le fait pas, et dans ce cas-là, on prend un risque. Et après, il y a deux scénarios intermédiaires qui sont un scénario où on s'est dit, si on ne fait pas complètement l'effort, si on fait moitié l'effort, mais on a beaucoup plus de croissance, on se dit, voilà, est-ce qu'on peut s'en sortir en faisant plus de croissance? Et je réponds à votre question, Monsieur le Président, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on fait l'effort, mais par contre, on fait des mesures qui vont fortement pénaliser la croissance? On peut penser, par exemple, à la remise en cause de la réforme des retraites. Mais dans les deux cas, en fait, on est dans une situation un peu entre deux, où au fond, c'est pas clair qu'on assure la soutenabilité de nos finances publiques et qu'on soit en mesure de stabiliser la dette publique à moyen terme. Donc ça invite en fait à se dire, s'il fallait choisir parmi des scénarios, on pourrait ralentir l'effort, sans doute. Il faut veiller quand même aux conditions de croissance, mais surtout aux conditions de croissance potentielle. Beaucoup de choses ont été dites sur la conjoncture, les perspectives de croissance.
les anticipations de finances publiques de notre pays. Je ne suis plus prévisionniste stricto sensu moi-même, donc je fais totalement confiance à ce qui a été donné comme chiffre, d'autant qu'ils correspondent assez bien à ce qui a été présenté à Washington lors des réunions d'automne la semaine dernière. Je rajouterais peut-être un accent sur quelque chose qui a été remarqué effectivement, mais qu'on est dans un environnement où la stabilité des prix est revenue. On a une inflation qui est plutôt bien tenue, avec des modalités qui ont été détaillées par Éric Heyer et Olivier Redoulès. On a un euro fort en ce moment, ça fait un moment que ça dure, ça y participe aussi. Il faut garder ça en tête parce que ça fait partie des éléments du contexte international qu'il nous faut à nous prendre en compte pour définir nos politiques. Et j'aimerais mettre l'accent justement sur ces éléments du contexte international qui me semblent importants dans le contexte notamment de la discussion budgétaire qui s'annonce pour le PLF de l'an prochain. Alors, si je devais résumer, je vais vous résumer en quelques minutes ce qui est dans les transparents suivants, au cas où je n'ai pas eu le temps d'aller au bout, vous aurez les principaux messages. D'abord, sur le contexte international, il faut garder en tête qu'on n'a jamais eu de stock de dette aussi important. On parle de la dette publique et on parle de la dette des entreprises. L'endettement mondial va au-delà de la valeur du PIB mondial, ce qui pose un certain nombre de questions. Ces questions ont été soulevées encore une fois. Les discussions internationales d'automne ont mis ce sujet en avant. Petite incise, on n'a pratiquement pas parlé d'Europe à Washington, mais on parlait beaucoup de la France, et ce sur ses finances publiques. Donc simplement un point d'attention sur le fait que, j'y reviendrai tout à l'heure, Éric Heyer montrait des spreads, donc les écarts de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne qui ne semblent pas si inquiétants que ça quand on les regarde de pas trop près, mais ça inquiète beaucoup de monde, notamment des investisseurs internationaux qui sont de gros détenteurs de notre dette. Le deuxième point de contexte qui nous concerne en Europe, mais qui concerne à peu près l'intégralité des pays, des zones monétaires des pays avancés, c'est que les banques centrales réduisent la taille de leur bilan. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On a réduit les encours, les encours de dette publique sur bilan banque centrale qui avaient été accumulés depuis 2008. Donc on sort d'un environnement où il y a eu beaucoup de soutien monétaire au financement des dettes publiques. Ce retrait n'a pas commencé hier, il a commencé il y a quelques années, mais lentement mais sûrement, les banques centrales ne sont plus là pour absorber des volumes d'émissions nettes de dette publique comme elles ont pu l'être jusqu'à très récemment. Et un troisième élément de contexte, et vous allez trouver qu'il est un petit peu éloigné de ce qu'on se dit jusqu'à maintenant, mais je vais essayer de raccrocher ça de façon très tangible. On est dans un contexte aussi où les monnaies fiduciaires de banques centrales sont très fortement remises en cause et sont remises en cause dans leur dimension démocratique. Pour moi, c'est un point d'attention absolument majeur. Ça se produit par le biais de diffusion en détail de Bitcoin, de ce qu'on appelle les stablecoins aussi, enfin d'instruments qui échappent au contrôle de l'émission monétaire par l'État via sa banque centrale. Et ce faisant, ça oblitère potentiellement, alors j'ose espérer qu'on n'ira pas jusqu'à une véritable remise en cause, même si l'histoire nous a livré des épisodes assez illustres dans ce domaine. Mais c'est un point d'attention. Pourquoi ? Parce qu'on utilise beaucoup l'argument de la structure du bilan des banques centrales et de l'interaction entre l'émetteur budgétaire, enfin l'émetteur de dette publique et l'émetteur monétaire pour dénigrer un peu ce que sont le dollar, l'euro et le sterling aujourd'hui. Pour moi, on ne souligne pas suffisamment ce point qui est pourtant essentiel pour le fonctionnement de notre démocratie et le financement de nos dettes publiques. Donc c'est un premier élément. J'en tirerai deux conséquences sur la confiance qu'on peut avoir par rapport à l'environnement qui nous entoure et l'environnement qui entoure le débat sur les finances publiques. Je ne pense pas qu'on puisse pouvoir compter, comme on a pu le faire en 2008, comme on a pu le faire pendant la crise souveraine qui a concerné la Grèce principalement, mais la crise souveraine au sein de la zone euro, sur un engagement aussi libre et aussi conséquent de la Banque centrale, pour les raisons que j'évoquais jusqu'à maintenant, pour des raisons qui ont trait aussi à une situation qui concerne notre pays en particulier. Sans rentrer dans des considérations trop techniques, ça ne figure pas dans les transparents, mais je mets les données à votre disposition, elles le sont sur le site de la Banque centrale européenne. Il y a des déséquilibres de paiement entre les membres de la zone euro
qu'on appelait à l'époque les déséquilibres target. Le target, c'est le nom du système de paiement, de règlement de paiement interbancaire en transfrontalier entre les pays membres de la zone euro. La France a toujours oscillé avec pas mal de volatilité, mais autour de zéro de façon assez stable. Ça fait 2-3 ans que la France est en tendance négative sur les déséquilibres target. Et on a un déséquilibre aujourd'hui qui est à peu près égal à 200 milliards. Vous allez me dire que ce n'est pas la fin du monde, mais c'est une tendance et qui n'était pas présente quand on a développé les mécanismes de soutien souverain dans le cadre de la zone euro pour sauver l'euro et qui ont merveilleusement fonctionné. Donc ça, il faut le garder en tête parce qu'à mon avis, autour de la table du Conseil des gouverneurs, c'est quelque chose qui ne passe pas inaperçu, même si on l'entend très peu commenté dans le débat public. Alors, dans ce cadre-là, pour moi, il semble essentiel de maintenir le statut de la France. Et j'aime beaucoup ce qui a été dit, notamment par Éric Heyer, sur les questions de productivité, parce que la France, c'est un pays qui a énormément de force, et on ne les souligne pas assez, parce qu'on se concentre sur des éléments qui sont finalement des éléments liés à l'incertitude, et donc un peu paralysants. Éric Heyer le rappelait, la productivité française, notamment la productivité du travail, n'est pas sur une bonne performance. On a des politiques Covid et post-Covid qui l'expliquent. Je ne trouve pas que ce soit quelque chose qui soit particulièrement préoccupant au titre de notre pays, au titre de la qualité de son appareil productif. C'est un pays qui est très attractif. C'est un pays qui est attractif aussi par le biais des politiques publiques qui y ont été construites, de ses institutions, les Anglais diraient rule of law. Et ça a beaucoup de valeur. En tout cas, les Américains découvrent aujourd'hui que ces institutions-là et la solidité de la démocratie, dans un environnement qui est capable de produire, au moins sur le papier, de la croissance économique suffisante pour financer un modèle social. Ça, c'est la France aujourd'hui, ça a beaucoup de valeur et il faut le préserver. Mais pour le préserver, il faut préserver le statut de la France comme émetteur souverain sur les marchés domestiques et les marchés internationaux. Donc, en matière de finances publiques, je n'aurai pas de transparence spécifique sur les finances publiques, donc je vous annonce un petit peu les idées générales, mais Olivier Redoulès rappelait, non, je crois que c'est toi, Eric, qui rappelait les grandes masses de dépenses, 57%, de recettes au-dessus de 50%. C'est vrai que l'épure est assez haute. On est sans doute on est au-delà de beaucoup de métriques par rapport à nos voisins européens et par rapport aux membres de l'OCDE. Là, vous retrouverez à peu près les mêmes illustrations dans ma présentation. Mais il semble quand même prioritaire de regarder en premier lieu la composition des dépenses et leur volume avant de regarder les augmentations d'impôts. Ce qui n'empêche pas de regarder la composition des impôts, mais ça me semble un second sujet par rapport au premier. Ensuite, par rapport à la composition de la dépense publique, et c'est le sens du transparent 10 que vous avez sous les yeux, il y a un éléphant dans la pièce, c'est quand même la nécessité de financer l'effort de défense qui n'était pas aussi présent. Alors, il l'était déjà un peu l'année dernière, mais qui n'était pas aussi imminent dans les discussions précédentes, et donc il va falloir faire de la place. Ça, je pense que la France n'était pas la moins bien placée comme point de départ en termes de pourcentage de PIB. C'est ce que vous voyez sur le graphique, mais il faudra prendre ça en compte. Et ensuite, enfin, sur les multiplicateurs en termes de croissance des catégories de dépenses publiques, c'est l'investissement qui est le multiplicateur à moyen terme le plus fort. Donc, faisons de l'investissement public et essayons de mitiger, de modérer la dépense publique d'autres natures. Et enfin, soutenir par l'articulation entre cet investissement public et cet investissement privé, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, la croissance potentielle à long terme. Et là, au Conseil national de productivité, on est en train de travailler sur le prochain rapport qui sortira sans doute à l'été prochain, mais on a publié et mis à jour depuis certaines estimations d'efficacité des dépenses, notamment sur l'appareil industriel, dans la complémentarité de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la data et de l'automatisation de nos usines. C'est dans cette complémentarité-là, j'avais eu l'occasion d'être entendue par une autre commission du Sénat lors de la sortie du rapport. Ça me semble une priorité absolument primordiale pour l'État, pour la Caisse des dépôts et ses différentes filiales qui ont leur place sur le tour de table.
pour terminer, avant de reprendre le suivi des transparents, je me rends compte que je n'ai pas mis en compte en marche mon chronomètre. Vous êtes largement créditrice par rapport à vos prédécesseurs. Alors, si c'est le 5 minutes, très bien, je vous remercie. Je vais quand même pouvoir commenter quelques graphiques, mais j'en terminerai par rapport à ces remarques liminaires qui sont une sorte de synthèse. C'est qu'effectivement, on a sur la France aujourd'hui, sur les marchés, un risque politique. Vous l'avez tous les deux mentionné. Ce risque politique, il a une implication pour la croissance attendue l'an prochain et l'année suivante. 0,2, moi, c'est ce que j'avais en tête. C'est à peu près ce qui a été dit par Olivier Redoulès. Et sur les taux d'intérêt, 20-30 points de base pour l'instant, mais ça s'ancre et ça se... Et c'est pas bon d'avoir ça. Vous n'y pouvez malheureusement pas grand-chose, mais c'est encore une fois un état de fait. Je serais assez préoccupée, moi, pour ma part, contrairement à ce qu'Éric Heyer disait tout à l'heure, par le spread, par le fait qu'on ait quand même de façon persistante ce signal-là, sachant que les incidents sur les marchés de dette souveraine, ils viennent souvent pour des questions et des problèmes de liquidité. Donc même si le pays est solvable, c'est pas souvent la liquidité qui pose problème. Je rappellerai quand même, parce que c'est important de l'avoir en tête, c'est que l'Europe bénéficie d'un système de stabilisation financière des États au-delà de la Banque centrale. Encore une fois, je ne suis pas sûre que la Banque centrale, ce soit l'outil idoine aujourd'hui. Le mécanisme européen de stabilité a des lignes de crédit de précaution qui sont censées être des lignes non stigmatisantes. Alors je sais qu'elles sont considérées comme l'étant. Enfin, je pense qu'il y a une acculturation du pays à avoir et je pense qu'il faut faire tomber les tabous sur ces mécanismes qui font une résilience européenne qui va au-delà de notre monnaie commune. Et pour terminer, donc, je reviens un peu sur la question de l'emploi de la finance publique de façon parcimonieuse, mais pour soutenir la croissance à moyen terme. Je pense qu'un deuxième grand sujet par rapport à ce soutien de la croissance, c'est évidemment la mobilisation de cette épargne qui a déjà été commentée, qui est très abondante et qui n'est pas investie au bon endroit. Et je viens maintenant aux commentaires des transparents qui me restent. On a, donc, pour revenir sur l'environnement d'endettement international, ce qu'il faut garder en tête comme échéance, c'est 2027, parce que 2027, c'est l'année où la majeure partie des dettes souveraines, y compris la nôtre, 2027 et alentour, et des dettes des entreprises vont arriver à maturité. Et donc, il y aura un besoin de financement mondial massif, ce qui veut dire que les investisseurs vont devoir arbitrer entre différents objets et différents émetteurs. Ce qui est à déplorer sur cette dette émise, et là, ce n'est pas la dette souveraine dont je parle, c'est la dette des entreprises. L'OCDE a fait un très beau travail dessus, on a collaboré avec eux à ce sujet, c'est que la dette qui a été émise par le secteur privé, malheureusement, elle n'a pas toujours été utilisée à des fins d'investissement productif. On a eu beaucoup de refinancements de financements précédents, on a beaucoup de remboursements aux actionnaires. Ces emplois de ressources, encore une fois, on peut pas les projections de croissance future sur la base de données de séries temporelles d'investissement privé passées, je pense qu'elles vont devoir être mitigées par l'emploi qui a été fait de ces financements. La baisse du bilan de la BCE, je l'ai déjà évoqué, je ne reviens pas dessus, vous l'avez dans les transparents. Et sur les données de dette publique et les courbes de taux, je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais envie de vous dire. Ici, je m'arrête simplement sur la courbe des taux. Alors, elle est un peu ancienne, elles sont un peu plus hautes maintenant, mais il y a quand même eu une repentification qui fait que la dette publique dans le futur coûtera plus cher qu'aujourd'hui, et aujourd'hui coûte plus cher qu'il y a quelques années, pour ces fameuses échéances qui vont être à refinancer. Donc, ce qui nous amène à, et là je serai un petit peu plus inquiète que ce qui a été dit jusqu'à maintenant, ici vous avez la charge d'intérêt dans la part du déficit au niveau des grands pays européens, avec comparaison États-Unis, Japon et Suisse. Chaque pays a son petit drapeau, donc vous les identifiez assez bien. La France est le 6e pays en partant de la gauche, donc vous avez une part de paiement d'intérêt qui est la partie assurée des bâtonnets, qui est quand même importante et qui aura sans doute vocation à augmenter. Je note également les surplus primaires de la Grèce et de l'Italie et du Portugal, ce qui nous met en perspective également par rapport à l'époque, puisque ça commence à
à remonter maintenant, où on a eu une crise de dette souveraine dans la zone euro. Troisième déficit le plus élevé parmi les 15 principales économies de l'Union européenne, c'est la question du déficit est quand même importante. Les chiffres ont été mentionnés. Bon, je vous les montre ici. Il n'y a pas de surprise. Et ce stock de dette élevé, Eric Heyer considère le spread pas trop inquiétant. Moi, je trouve qu'il s'est écarté et qui se maintient à un niveau qui est trop élevé, qui pourrait par ailleurs faire l'objet de dynamiques de marché disruptives. Dernier point, si vous me le permettez, je reviens sur l'emploi de l'épargne européenne et je fais un peu un zoom arrière encore une fois. Ici, vous avez la détention des titres du Trésor américain à long terme par rapport à la résidence de ces détenteurs. On a 2/3 de cette dette qui est détenue par les Américains, 1/3 qui est détenue par les non-résidents états-uniens, dont l'Union européenne qui fait quand même qui est un sacré créditeur de cette économie américaine qui se finance donc qui s'est financée jusqu'à maintenant dans des très bonnes conditions en absorbant une forte partie de notre épargne, 1,6 milliard de dollars, ce qui fait un peu moins d'euros aujourd'hui, mais quand même c'est conséquent. Quand on regarde, et je terminerai vraiment là-dessus, je vous le promets, la ventilation par pays de l'exposition de l'épargne européenne au financement de l'économie américaine, la France est beaucoup plus exposée que l'Allemagne, notamment sur la dette souveraine. Ici, les chiffres sont trop petits pour que vous puissiez les identifier comme ça au débotté, mais ils vous montrent l'allocation par pays du G7 des détenteurs de titres américains, que ce soit des titres souverains, des titres des grandes agences, les titres des entreprises et des actions. On a une exposition totale en pourcentage de PIB de la France à 30% du PIB. L'Allemagne est exposée à 16% de son PIB. Et dans ces 30% du PIB, on a quand même une bonne partie de dette publique américaine, tout simplement. Bon, l'essentiel, c'est quand même de l'action américaine. Il faut dire que les valorisations actuelles poussent un peu ces chiffres. Je veux parler des valorisations importantes des marchés boursiers, en particulier américains. Donc, il faut lire ça à travers ce filtre. Mais quand même, moi, j'aimerais beaucoup que cette épargne soit investie ailleurs, en particulier dans notre pays, sur des structures productives. Donc, tout ce qu'on peut faire à votre niveau pour créer des incitations sera le bienvenu. Je vous remercie. Merci, Madame Valla, pour cet exposé très complet, comme les deux précédents, bien sûr. Et merci également pour vos documents complémentaires. Alors, on va passer à un exercice qui est toujours compliqué. Donner la parole, bien sûr, au rapporteur général en premier, qui m'a assuré qu'il poserait ces questions de manière brève. Nous avons ensuite 7 inscrits d'ores et déjà, donc je ne vais pas plus loin. Et s'il vous plaît, 1 minute chacun pour poser vos questions, pour qu'on ait le temps d'écouter les réponses. Sinon, on va déborder comme d'habitude. Voilà, alors on va essayer de ne pas le faire. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos 3 intervenants pour leur contribution particulièrement riche et effectivement documentée. Donc, Monsieur le Président, en moins de 2 minutes, quelques questions courtes. L'effort qui est demandé actuellement dans le PLF, c'est de l'ordre de 17 milliards en dépenses et en recettes 14 milliards. Quelle appréciation portez-vous sur la répartition de l'effort entre ces 2 vecteurs, au regard notamment, et vous l'avez évoqué, des multiplicateurs économiques? Sur le sujet on a un sujet de décrochage vis-à-vis des États-Unis en ce qui concerne la croissance, et c'est vrai pour toute l'Union européenne. Le rapport Draghi l'a souligné, une publication récente de l'OFCE également sur cette montée en gamme entravée. Comment, selon vous, améliorer notre productivité, même si elle se redresse, et notamment quel levier d'action mettre en œuvre en priorité? Le sujet de l'investissement des entreprises, on voit le niveau d'investissement, on voit que pour l'instant la croissance s'appuie beaucoup sur la consommation des ménages, de près de 1 point, et depuis 5 ans, vous avez évoqué le sujet de l'épargne, dont on nous dit qu'elle va diminuer, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous anticipez? Ça, j'ai vu sur le taux d'épargne, mais notamment peut-être si certaines mesures fiscales, et dans ce cas, lesquelles,
pourraient être, comment dirais-je, choisis pour réduire ce niveau d'épargne et contribuer à ce que la France profite de ses forces et crée une dynamique, comme je vous ai entendu le dire. Enfin, dernière question, la baisse du taux de chômage existe en France depuis 2017. Elle me semble d'ailleurs, elle n'a pas été plus forte en France que dans la zone euro. Est-ce que ces performances, selon vous, résultent de mesures telles que la pérennisation des exonérations de cotisations, les primes à l'apprentissage, le bouclier tarifaire énergie, les PGE, c'est-à-dire qu'elle s'appuie, ce progrès, est-ce qu'il ne s'appuie pas beaucoup, voire trop, sur le déficit public? Merci, monsieur le rapporteur général. Alors, je vous rappelle, mais vous avez l'habitude, que les réponses seront données par madame Vallat en premier, monsieur Rodoules ensuite, monsieur Hélière, pour terminer, dans l'ordre inverse, si je puis dire, que vous pouvez prendre les questions que vous souhaitez, parce que vous connaissez bien les domaines de compétences des uns et des autres, donc ça vous permet de répartir les réponses. Enfin, je vais demander à mes collègues de bien vouloir, s'ils le veulent bien, s'en tenir à une seule question. Donc, on va démarrer par Isabelle Briquet, puis Stéphane Sautarel. Merci, Monsieur le Président. Donc, on va essayer de faire court. Merci tout d'abord à nos trois intervenants, dont les éclairages sont vraiment très importants pour nous. Depuis plusieurs années, le débat public, je suis là. Depuis plusieurs années, le débat public sur nos finances est dominé par une lecture quasi exclusive du problème en termes de maîtrise de la dépense. Préoccupation légitime, bien sûr, et personne ne conteste la nécessité d'un examen exigeant de la dépense publique, de son efficacité, de sa soutenabilité. Cette approche reste incomplète si on n'interroge pas en parallèle la structure de nos recettes, et vos analyses le montrent. Depuis 2017, les gouvernements successifs ont en effet poursuivi une politique de l'offre très marquée, suppression de l'ISF, de la taxe d'habitation, réduction des impôts de production. Plusieurs études, notamment une récente de l'Institut des politiques publiques, peinent à démontrer un impact macroéconomique significatif de ces baisses d'impôts. Alors, puisqu'il ne faut qu'une question, je me limiterai à une. Estimez-vous que la politique de l'offre, dans sa version française, a encore du sens aujourd'hui au regard des résultats observés sur la croissance, l'investissement ou la productivité? Je vous remercie. Merci Isabelle. Stéphane Sautarel, puis Thierry Kozik. Oui, merci Monsieur le Président. Merci aussi à nos intervenants. Alors, je vais me limiter à une question, même si j'aurais aimé évoquer la question de la démographie que vous soulignez, Madame, et qui me semble être un sujet majeur, un peu pris en compte à cette heure. Mais pour revenir sur quelque chose de plus conjoncturel, je voulais vous interroger sur le fait qu'un certain nombre d'économistes considèrent que le modèle de croissance français repose sur la demande, la dépense publique et la consommation des ménages, ce qui induit des fuites à l'importation assez fortes qui pèsent sur nos entreprises, notamment via la fiscalité, et qui génère aussi notre déficit commercial. Par ailleurs, ce modèle de croissance constitue, je ne sais pas si le terme est trop fort, mais un boulet pour nos finances publiques, car une érosion de notre activité productive conduit mécaniquement à diminuer les recettes publiques et à augmenter les dépenses de transfert. Et donc, est-ce que vous pensez que le projet de PLF qui nous est soumis vient répondre à cet enjeu et modifier, en fait, ou en fait s'affranchir de ce cercle vicieux? Merci. Merci Stéphane. Thierry Kozik, puis Christine Lavarde. Merci Monsieur le Président. Je vais également être extrêmement bref. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le débat public, on recherche des marges de manœuvre budgétaires. Moi, je voudrais vous interroger sur la fiscalité patrimoniale, et notamment partant d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a 8 Français sur 10 qui sont favorables à une baisse des impôts sur l'héritage, mais ils sont seulement un quart à connaître le taux d'imposition sur l'héritage. C'est étonnant car la plupart ne sont pas concernés. Il y a 50% des Français qui ne touchent pas plus de 70 000 euros. 87% des Français héritent de moins de 100 000 euros sans taxe sur l'héritage. Donc le taux moyen d'imposition en France en ligne directe est 3,1%, qui est bien loin du taux de 45%, le taux maximal, dont on nous rabâche sans arrêt les oreilles. Et pourtant, les très riches, eux, ne sont pas assujettis à ce taux maximal. Proportionnellement, quand on regarde dans le détail, les milliardaires payent moins grâce aux dispositifs fiscaux, que sont les assurances vie, le pacte Dutreil. Ce que ça rapporte aux finances publiques, 17 milliards d'euros par an, soit 0,7% du PIB,
alors que la transmission patrimoniale représente aujourd'hui 15% de ce même PIB. Donc la fortune héritée aujourd'hui représente 60% du patrimoine total contre 35% dans les années 70. Et je vais citer pour terminer une note de la Fondation Jean Jaurès qui indique que d'ici 2040, il y aura 9 000 milliards de patrimoine qui sera détenu, qui est détenu aujourd'hui par les Français les plus âgés, qui seront transmis à leurs descendants, soit 677 milliards d'euros par an, soit le plus gros transfert de la richesse de l'histoire. Aujourd'hui, c'est un constat, la France du XXIe siècle est redevenue une société d'héritiers comme elle l'était au XIXe siècle. Et donc ma question est assez simple, est-ce que, au regard des chiffres précités qui sont quand même extrêmement importants, est-ce que ce levier de la fiscalité patrimoniale ne pourrait pas être actionné raisonnablement pour dégager de nouvelles marges de manœuvre? Merci Thierry. Christine Lavarde, puis Florence Blattris-Contat. Merci. J'aurai 2 remarques sur vos propos et une question. Les 2 remarques, juste, est-ce que M. Heyer pourrait nous expliquer comment il calcule son 0,8% d'incertitude dû au contexte national, puisque c'est assez divergent des chiffres qu'a pu nous donner Olivier Redoulès. Ma deuxième remarque, c'est que vous nous avez beaucoup parlé des spreads, mais finalement, je n'ai pas entendu une remarque sur la divergence des taux entre taux courts et taux longs qui avait été soulevée par le gouverneur de la Banque de France en janvier 2025. Donc, est-ce que vous ne partagez pas son inquiétude? Et si oui, pourquoi? Ou si vous la partagez, pourquoi est-ce que ça doit être un motif d'inquiétude? Et enfin, ma question... Jusqu'à présent, le Premier ministre François Bayrou nous parlait en effort tendanciel, c'était 44 milliards. Avec le nouveau Premier ministre, et donc c'est ce qui relève du rapport du Haut Conseil des finances publiques, on parle désormais de 30 milliards d'euros d'efforts structurels. Donc si jamais on conjugue ce 30 milliards d'efforts structurels avec un déficit public de 4,7%, peut-on conclure qu'à politique inchangée, on aurait eu un déficit de 5,7%? Pour essayer de réconcilier les 2 approches. Merci pour toutes ces questions. Je vais peut-être les prendre à l'envers, en commençant par celle de l'émission de dette publique allemande et de la dégradation de la France par les agences de notation, dont une dégradation récente la semaine dernière. Oui, il va y avoir un changement de structure de l'offre dans la dette publique. Il y a un appétit pour de la dette sans risque. Et la dette sans risque de référence, ça reste quand même la dette allemande dans l'environnement européen. Alors vous allez me dire, est-ce que le fait que la dette américaine bascule un peu, change un peu de statut et que l'appétence pour la dette américaine soit réduite pourrait jouer en faveur de la France? Je ne peux pas vous dire le contraire. Peut-être qu'on bénéficiera de cet état de circonstances, mais en tout cas, je pense que la situation reste quand même en défaveur de notre pays par rapport aux autres grands émetteurs qui sont considérés comme émetteurs de dette sûre. La conditionnalité que vous évoquiez, qui est effectivement attachée aux 2 grands programmes de la BCE, qui sont des programmes encore à l'état de potentialité, puisqu'ils n'ont jamais été activés, mais que sont l'OMT et le programme de transmission de la protection de la transmission monétaire. Effectivement, il y a une forte conditionnalité et il y a des conditions d'accès à respecter. Et ce que je voulais dire un peu tout à l'heure en disant, attention, il y a ces instruments qui sont quand même un peu hors d'atteinte pour un pays comme la France. Ce ne sont pas les seuls. Il y a peut-être des solutions ex ante, de précaution, des instruments qui peuvent être activés. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de regarder, en tout cas, d'avoir des réflexions sur la façon dont le pays pourrait un jour en avoir besoin, sans considérer que ce soit en soi un problème. Vous savez, le Fonds monétaire international pour les pays qui ont recours à des programmes du FMI a mis en place des lignes de précaution. Elles n'ont jamais trop été utilisées parce qu'on n'ose pas trop, parce que c'est nouveau. Mais je pense qu'effectivement, la stabilité dans l'environnement de la dette publique souveraine, elle est de mise dans un environnement où on a une responsabilité pour l'euro et où l'euro a une chance assez inouïe de devenir une monnaie de premier plan dans l'environnement monétaire international. Donc je suis d'accord avec vous dans la mesure où votre question invitait à une forme de réponse qui me convient. Sur la pente de la courbe des taux et
les inquiétudes exprimées par le gouverneur de la Banque de France, effectivement, il faut considérer, et je ne l'ai pas montré, mais on a des taux d'intérêt qui, à long terme, sont beaucoup plus élevés que ce qu'on a pu connaître comme conditions de financement pendant plusieurs décennies. Et donc, cette repentification, elle se compose d'un élément un peu sain, qui est qu'on remet un prix positif au temps, c'est-à-dire que ce qui est loin dans le temps doit être ramené à une valorisation présente, selon un facteur positif et non négatif. Mais il comprend aussi des primes, un certain nombre de primes, dont certaines primes sont des primes de risque. Et dans ces primes de risque, il y a le prime de risque politique, pour le coup, qui a toute sa pertinence dans le cadre de notre cadre actuel. Sur la question qui n'a pas été posée sur la démographie, je vous remercie de l'avoir évoquée, parce qu'effectivement, la démographie, c'est un facteur essentiel. Vous trouverez quelques graphiques à la fin de ma présentation, et je n'ai pas eu le temps de les aborder, mais on a une pyramide des âges en Europe et en Asie qui va être extrêmement défavorable, pour faire le lien avec le marché du travail, aux ratios de couverture, et qui vont demander assez rapidement, c'est-à-dire dans quelques décennies, aux générations qui travaillent de couvrir des dépenses de plus en plus importantes, d'autant que quand on fait des scénarios de risque sur les dépenses publiques associées à la vieillesse, mais aussi aux questions de grand âge, aux questions de santé dans la vieillesse, ça recoupe finalement des problématiques budgétaires qui sont celles de l'engagement dans la santé. Quand on regarde les problématiques du marché du travail, je fais toujours le lien avec la démographie et le vieillissement, mais l'éducation et le vieillissement, pareil, ça recoupe autre chose que de la dépense sociale, ça recoupe de la dépense dans l'éducation. On pense à l'école primaire sur l'éducation aujourd'hui, mais l'éducation, l'éducation, enseignement supérieur, enseignement, formation continue, ça doit devenir un sujet à tout âge. Et ça, la démographie va nous pousser devant cette évidence. Et donc, notre arbitrage, et j'en reviendrai du coup, puisque j'arrive à la fin de mon temps en partie, à la toute première question qui a été posée sur l'effort, est-ce que c'est bien d'avoir 17 sur les dépenses et 14 sur les recettes? C'est vraiment, peut-être avant toute chose, la structure des dépenses qu'il faut regarder, et qu'il faut regarder avec beaucoup de courage, indépendamment du fait que, ce que je pense aussi, on aura du mal à faire l'économie de réduire au moins à la marge le volume total des dépenses. Un dernier mot sur le rapport Draghi qui a été évoqué, et sur l'investissement des entreprises par rapport au décrochage États-Unis-Europe. Effectivement, la France on le documente assez bien dans le rapport du Conseil national de productivité, c'est qu'on est à une croisée des chemins. C'est un peu la suite des politiques Covid qui ont eu leur mérite, mais on a à choisir entre une croissance qui sera pas forcément la meilleure, mais qui sera plutôt spontanément riche en emplois, mais une croissance de moyenne gamme, avec un environnement de compétition, de concurrence internationale, ça a été rappelé par Olivier Redoulès, où la Chine arrive quand même en force pour une deuxième vague, et où les choses ne vont pas forcément être favorables à tous ceux qui ne sont pas sur la montée en gamme. Ou l'autre alternative, c'est effectivement de viser la montée en gamme, de viser la compétitivité hors prix. C'est ce que je disais au départ, on a vraiment tous les atouts pour le faire, que ce soit au niveau de l'appareil, ce qu'on a comme potentialité de développement de l'appareil industriel et de notre système éducatif qui reste malgré tout très performant. Ça me semble un domaine de priorité pour la France et pour l'Europe dans son ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Redoulès. Alors, en prenant le micro. C'est bon, vous m'entendez? Sur les premières questions qui portaient sur le PLF, le 17-14, moi il me semble que entre le plan Bayrou et le PLF, il y a la même projection de croissance de la dépense publique qui est mise 1,7% en valeur de mémoire. Et donc, en fait, une partie de l'écart vient du tendanciel, de l'estimation du tendanciel qui est peut-être plus forte dans la façon dont il a été présenté par François Bayrou le 15 juillet que dans le PLF. Et qu'on regarde du côté des recettes, en fait, si on se souvient de la slide de François Bayrou, il n'y avait pas forcément de détails. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que les recettes attendues de la mesure jour férié n'y sont plus. Elles représentaient à peu près 4 milliards. Et par contre, on a maintenu la surtaxe entreprise de 4 milliards. Voilà, donc je pense qu'il y a eu ce swap. Après, il y a eu d'autres mesures
mesures de recettes, la composition a un peu changé. Sur l'impact sur la croissance, je pense qu'en fait les mesures les mesures de fiscalité sont sans doute celles dont il faut craindre le plus fort impact, parce que, alors pas forcément à très court terme d'ailleurs, parce que l'impact conjoncturel en fait, mais c'est sur la croissance potentielle. On voit que on va augmenter le coût du travail de façon assez globale, autour de 5,6 milliards d'euros. On n'avait pas forcément un coût du travail qui était trop faible déjà, donc augmenter encore les prélèvements sur le travail, c'est pas forcément la meilleure idée. Il faut aussi voir la progressivité qu'on va mettre dans ces prélèvements. Sur la fiscalité du patrimoine, en général, on peut penser effectivement que la fiscalité du patrimoine, c'est assez neutre sur la croissance, à la fois à court terme et à moyen terme. Le vrai sujet, c'est plutôt dans quelle mesure, en fait, la transmission du patrimoine aujourd'hui permet de maintenir le financement des entreprises, pour le faire au simple, des entreprises qui sont obligées d'être vendues en pièces détachées pour payer l'impôt sur la succession. C'est ça sur lequel il faut veiller. Après, il y a sans doute une réflexion à avoir sur le sujet, mais ça fait partie sans doute des taxes les moins pénalisante pour la croissance à très court terme. Sur l'impact sur l'économie, nous, de toute façon, on a un premier point, on part d'un écart de production qui est proche de zéro. En 2024, par exemple, l'INSEE, comme nous-mêmes, ou même les organisations internationales, estimaient l'écart de production à zéro. Alors, il s'est un petit peu légèrement creusé en 2025, il va se creuser un peu plus en 2026, mais on n'est pas dans une situation où on a un écart de production très creusé avec des taux d'intérêt très faibles, c'est-à-dire le scénario de 2012 où on se dit, voilà, si on fait des mesures de consolidation budgétaire, ça va devenir self-defeating en bon français. Et là, en fait, on a un petit peu de marge, sachant que les mesures budgétaires vont avoir un impact conjoncturel négatif, mais conjoncturel, donc ça veut dire que cet impact va s'estomper au trimestre après trimestre, sachant que par ailleurs, comme Eric hier le rappelait, on a quand même un sujet de perte de productivité tendancielle par rapport à l'avant-crise, et du coup, à un moment donné, il y a un ajustement des niveaux de vie à faire globalement, c'est à ce nouvelle trajectoire de revenus par tête, et que l'enjeu, au fond, c'est d'éviter d'attendre trop et de se retrouver à devoir faire par contre des mesures plus violentes dans un contexte de tension plus grave, où là, pour le coup, on aurait des multiplicateurs très, très importants. Dans ça, je pense que c'est un élément un peu qualitatif pour juger de l'effet et des trade-offs, des arbitrages à avoir en termes d'effets économiques au court terme, au moyen terme des mesures. Et le vrai risque, c'est d'éviter, je crois, pour reprendre ton expression, d'entrer dans un scénario de rupture. Moi, j'appelais ça un scénario d'équilibre multiple, mais où, au fond, on bascule du mauvais côté de la courbe de la dette, où on a le risque d'avoir qu'une hausse des taux d'intérêt rendre la dette, la mettre sur une trajectoire de croissance exponentielle. Et ça c'est ce qu'on va à tout prix éviter. Malheureusement, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont plus importants que la croissance potentielle en valeur. Et donc, du coup, on a un effet en fait de mécanique auto-entretenue de la dette. Sur la politique de l'offre, je pense que, alors on pourra en débattre très, très longtemps, je vais répondre très rapidement. Je pense qu'il y a eu plusieurs sujets, mais à un mot, en fait, on n'a pas fait, et je reprends complètement l'expression de Eric hier, on n'a pas baissé les dépenses en face. C'est ça le vrai sujet. Et ça a trois conséquences, le fait de ne pas avoir de baisser les dépenses en face. La première, c'est que des ressources de l'économie sont continuées à être mobilisées par la dépense publique. Alors une des idées de la politique d'offre, c'est de libérer des ressources du secteur public vers le secteur privé. Un autre point, c'est que forcément, ça a posé des questions de crédibilité sur la durabilité de cette politique d'offre qu'on voit, et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, en fait, de se dire, on a un peu aligné la fiscalité des entreprises, notamment vers leur moyenne européenne, mais on n'est pas dans un cadre de finances publiques équilibré. Et puis le dernier point, quand même, c'est qu'on l'a fait peut-être pas toujours en prenant garde aux incitations. Alors on a un vrai sujet de progressivité des prélèvements sur le travail, mais on voit qu'une partie des mesures qui ont été prises après 2017 ont renforcé cette progressivité. On peut penser à la bascule CICE cotisation, on peut penser à la suppression de la première tranche d'hier, etc. Et de fait, en fait, c'est pas impossible que les mesures qu'on ait prises, certes, elles ont eu des
des impacts positifs en termes d'emploi, mais pas forcément aussi positifs en termes de qualité de l'emploi. Deux derniers points sur les importations. Et sur la consommation, moi je pense qu'on a un vrai sujet surtout de consommation au niveau européen en fait. Le taux d'épargne aujourd'hui, et Éric Heyer l'a mentionné, en fait, pour partie, il dépend de revenus financiers. Et nous, on est en train de se dire, il faut, dans notre lecture, dans notre prévision, disjoindre un petit peu l'épargne de la consommation. C'était les macroéconomistes habituellement avaient pour réflexe de faire converger les taux d'épargne au niveau d'avant-crise. On s'est rendu compte au fil des trimestres que ça ne marchait pas. Et donc, en fait, on a une dynamique un peu disjointe qui est liée sans doute pour partie à la structure du revenu. On voit, par exemple, que les retraités sont responsables à peu près des deux tiers ou des trois quarts de la hausse du taux d'épargne depuis 2019. Donc, ça pose une interrogation sans doute en termes de structure des revenus, mais aussi en termes, bien sûr, d'allocation de la dépense publique. Mais donc, si on a un vrai sujet d'épargne, un vrai sujet de consommation, c'est au niveau européen. Natacha a parlé du rapport Draghi. Une des premières recommandations du rapport Draghi, c'est d'avoir un vrai marché européen, c'est-à-dire on a 550 ou 540 millions de consommateurs, mais en fait, ils ne tirent pas la croissance européenne comme le fait le consommateur américain. En fait, on a un vrai sujet de déficit de demande au niveau européen, et ça, c'est quelque chose que la France pourrait sans doute continuer à porter davantage. Puis, dernier point sur la ZAN, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas l'évaluer. Mon sentiment, c'est que le principal facteur derrière la baisse de l'investissement en construction, ça a été le taux d'intérêt. Mais se sont ajoutés dessus des contraintes réglementaires. Bon, il y a la ZAN, il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi le changement de la fiscalité locale qui a opéré. Et ça pose aussi une question de comment on incite les collectivités locales à construire, à laisser construire davantage, avec aujourd'hui en fait une déconnexion entre leurs recettes pour partie et puis les constructions, qu'elles soient d'ailleurs des constructions venant d'entreprises ou de ménages. Et ça pose un problème structurel pour la suite. Voilà, merci. Merci. Éric Heyer, pour conclure. Alors, je vais essayer de répondre aux questions. Avant, je vais faire un petit point d'éclaircissement, alors peut-être pour Natacha, et peut-être mon propos n'était pas très clair. Je n'ai pas dit que c'était très bien que les spreads français s'écartent des spreads allemands. Non, le point favorable que je voyais dans le graphique, c'était que les spreads en Europe diminuent. Et ça, c'est très intéressant de voir que l'Italie, l'Espagne, qui étaient à des spreads de plus de 7, d'accord, reviennent à 0,7, 0,8. Ça, c'est favorable. Et donc, c'était plutôt... pour l'Europe et la vision des investisseurs de l'Europe, elle me semble plus favorable aujourd'hui qu'elle ne l'était avec la fragmentation très forte des spreads, et que finalement on emprunte comme les Italiens ou les Espagnols. Pour moi, ça me semble être finalement un peu plus rassurant aujourd'hui, avec des niveaux qui sont certes un peu trop élevés et qui pour moi sont en grande partie liés à des raisons politiques plus qu'économiques. Pour répondre aux questions des sénatrices et des sénateurs, donc sur le calcul de l'incertitude, alors très rapidement, là je vous renvoie à un article, donc tout ce que l'on publie, c'est-à-dire tous les calculs, il y a un article qui développe le modèle qui permet d'arriver à ce résultat-là. Donc, allez, je vous le dis en un mot. Donc, il y a le niveau d'incertitude, c'est pas nous qui le calculons. Ça, ce sont des économistes, Baker, Bloom, qui développent cet indicateur. Donc, c'est publié dans une grosse revue académique. Donc, allez, on va dire que c'est validé par les pairs. Et donc, on prend ce niveau d'incertitude et on le met dans un modèle qui essaie de comprendre comment est-ce qu'on arrive à trouver des liens de long terme entre cette incertitude et le comportement des ménages, le comportement des entreprises, les taux d'intérêt, etc. Donc tout ça, c'est développé. Et le résultat, c'est si on était resté au niveau d'incertitude qui prévalait au moment de la dissolution, où en serait la croissance économique. Et là, c'est là où il y a le chiffre de 0,4 croissance en plus s'il n'y avait pas eu cette incertitude supplémentaire en 2025 et 0,3 en 2026. Bon, je pourrais vous renvoyer, si vous voulez, un peu plus à cet article, si vous en voulez savoir un peu plus. Vous l'avez trouvé ? Ok, super. Sur le taux de chômage, comment on l'explique? Alors effectivement, monsieur le rapporteur a raison d'indiquer que le taux de chômage a baissé en France, mais beaucoup moins finalement qu'en moyenne dans les autres pays de la zone euro. Et ce d'autant plus qu'il y avait des pays qui étaient déjà au plein emploi, comme l'Allemagne. C'est compliqué de faire baisser le taux de chômage en Allemagne quand il est déjà à 4%. Donc oui, les performances françaises ne sont pas du tout extraordinaires de ce point de vue-là. Alors bon, il y a une petite raison démographique. Hein. On a une démographie un peu plus dynamique. Donc pour faire baisser le taux de chômage, il nous faut un peu plus de création d'emplois. Mais effectivement,
et ça répondra quelque part à la politique de l'offre. Est-ce que la politique de l'offre, alors encore une fois, il faudrait dire c'est une politique de l'offre fiscale. Moi, je pense que c'est la politique de l'offre. On peut trouver d'autres politiques de l'offre. Natacha en a parlé. Je pense qu'il y a des politiques de l'offre qui seraient bien plus intéressantes que la seule politique fiscale. C'est simplement baisser. Bon, c'est pas que ça la politique de l'offre. Est-ce que les résultats de cette politique de l'offre, on les voit quelque part? Non. Et effectivement, il y a des études qui sortent de façon très ponctuelle et très précise. La dernière de l'IPP de cette semaine qui montre qu'effectivement, alors c'est pas parce qu'on n'arrive pas à mettre en avant un phénomène d'un point de vue économétrique qui n'existe pas. Peut-être que c'est les techniques économétriques qui sont pas suffisantes. Mais en tout cas, si on fait plus globalement, on voit qu'effectivement les performances françaises d'un point de vue du PIB, c'était mon premier slide. Bon, c'est comme dans la moyenne, donc on ne voit pas d'éléments supplémentaires. En termes de création d'emplois, c'est pas beaucoup mieux qu'ailleurs. En termes de productivité, ça fait baisser la productivité. Vous voyez, c'est bizarre. Une politique de l'offre, normalement, c'est là pour essayer d'augmenter la productivité, d'augmenter les parts de marché. On a eu tout l'inverse. On a eu une chute de la productivité et une baisse des parts de marché depuis 2017. Donc, je ne pense pas que cette politique de l'offre, aujourd'hui, on puisse dire qu'elle ait fonctionné. D'accord. Et si on a tout de même créé des emplois, c'est via un financement de ces emplois créés. Donc, je suis passé un peu vite, mais vous avez les slides. C'est l'apprentissage. On est passé de 400 000 à 1 million d'apprentis. C'est comptabilisé par l'INSEE comme un emploi à temps plein en plus. Vous voyez, dans les statistiques, ça gonfle les chiffres de l'emploi. Est-ce que c'est vraiment des emplois qui vont perdurer? On ne sait pas. Et vous voyez, si on croit l'INSEE plus que nous de ce point de vue-là, puisqu'ils ont un modèle plus précis, il va y avoir une baisse de l'apprentissage qui est attendue dans les trimestres. Alors, c'est pas énorme, c'est moins 65 000, mais tout de même, on voit, on verra, il va falloir que la poussière retombe pour voir si vraiment ça crée de l'emploi. Et l'autre partie, ça a été ce que Bercy appelle lui-même la zombification de l'économie. C'est-à-dire que grâce à toutes ces aides, on a sauvé des entreprises. Donc il y a le graphique qui met notre évaluation. Dans notre évaluation, il y a encore 110 000 entreprises qui auraient dû faire faillite normalement et qu'on a sauvegardé. On est monté jusqu'à 165 000 dans nos calculs. Et vous avez même la répartition par secteur. Donc ça, on a sauvé des entreprises qui étaient peu productives, qui auraient dû faire défaillance. On les a sauvées. Il n'y a pas beaucoup d'emplois à l'intérieur à la fin, mais selon nos calculs, c'est quand même, on a sauvé 150 000 emplois encore aujourd'hui par ces mécanismes-là. Donc oui, ça a été tout de même un peu à crédit. Et une grande partie de cette chute de productivité, c'est les déficits publics et les salariés qui l'ont financé. Et attention, puisque maintenant les finances publiques veulent se rétablir et que les salariés veulent retrouver du pouvoir d'achat de leur salaire, qui va payer cette chute de productivité? Donc là, je suis d'accord avec Olivier. Les entreprises nous disent non. On veut garder nos marges, et on peut comprendre, parce que les marges d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain. Mais donc, du coup, si personne ne veut financer cette chute de productivité, vous savez quoi, la productivité va revenir. Et donc, c'est ce qu'il y a dans notre prévision. Et de la productivité sans croissance économique, ça fait des destructions d'emplois. Et donc, je trouve très optimiste l'idée de penser qu'avec même 0,9 de croissance, on va créer des emplois l'année prochaine. D'accord. Et donc, ça m'amène un peu au point sur la répartition de l'effort. Il faut faire 120 milliards d'efforts. C'est ça l'engagement de la France, 120 milliards d'efforts budgétaires. Donc, vous voyez, à partir du moment où c'est un effort qui n'a jamais été fait, d'accord, alors c'est en 5 ans, mais il n'a jamais été fait, et penser que cet effort-là est quand même lié à toutes les aides qu'on a pu donner pendant la crise sanitaire et pendant la crise énergétique. On n'a pas voulu choisir. On a fait des boucliers énergétiques, on n'en a pas beaucoup parlé, ça a permis d'avoir une inflation plus basse en cumulé que dans tous les autres pays. Mais quand vous ne choisissez pas, tout le monde a bénéficié de ces aides. D'accord. La Commission européenne dit qu'en France, on a fait 3,5 points de PIB d'aide au moment du bouclier énergétique. Vous voyez, ça fait, on dépasse les 100 milliards. Et le ménage aisé, le ménage rural, le ménage urbain, tout le monde a la même enseigne. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la répartition doit être effectivement, non pas, moi, c'est pas la répartition dépenses ou impôts qui est important, c'est comment on se la répartit entre nous. Si pour faire participer les ménages les plus aisés, il faut le prendre par de l'impôt, bon, pourquoi pas. Mais vous voyez, sur les retraités, qu'on le fasse par de la dépense publique, c'est-à-dire on leur dit, voilà, on te désindexe tes pensions, mais on ne touche pas tes impôts. Ou qu'on leur dise, tu sais quoi, on t'indexe tes pensions, mais on te le reprend par un impôt, à la limite, je pense que c'est pas le sujet principal. C'est
quelle est la contribution des uns et des autres, et ensuite on verra par l'instrument. Un petit point quand même, les 17 milliards, ce n'est pas des vrais 17 milliards, d'accord, dans le sens où c'est 17 milliards, mais qui tient compte d'une augmentation de la charge d'intérêt, qui tient compte du budget européen et qui tient compte de la défense. Donc les efforts qu'on va demander réellement aux Français, c'est 35 milliards. Ce n'est pas 17, c'est 35 milliards. D'accord. Et c'est 35 milliards de dépenses versus 14 de prélèvements obligatoires. Parce que vous voyez, les charges d'intérêt ou le budget européen ou la défense, vous voyez, ce n'est pas un effort qu'on va demander aux ménages directement. Ça n'a pas bénéficié aux ménages directement. Donc, est-ce que c'est la bonne répartition ? Possiblement, mais c'est 35, 17. D'accord ? Bon, ben voilà. Et moi, il me semble, et c'est pour ça que penser qu'il n'y aura pas d'effet sur la croissance, c'est pas bon. Peut-être que nos effets multiplicateurs sont élevés, mais je suis passé très vite. Regardez, on n'a pas mis d'effet multiplicateur au-dessus de 0,8. C'est pas énorme. Sauf qu'il y a beaucoup de dépenses supplémentaires, celles que j'ai citées, qui ont des multiplicateurs faibles, et donc d'autres qui ont des multiplicateurs un peu plus élevés quand c'est négatif. Mais attention aux inégalités qui vont augmenter. C'est ma dernière phrase. Mais globalement, aujourd'hui, et ça va répondre un peu à la question des taux d'épargne, les taux d'épargne sont concentrés. Alors là, je vous renvoie à la note du CAE. C'est concentré essentiellement dans les 20% les plus riches. Oui, vous avez raison de dire que tout le monde n'a pas la possibilité d'épargner. Et c'est essentiellement de l'épargne financière. D'accord. Donc c'est plutôt les 20% les plus riches. Et c'est comme ça que le pouvoir d'achat s'est maintenu. C'est que quand vous avez un patrimoine financier qui augmente avec des taux d'intérêt qui augmentent, vos revenus du patrimoine augmentent. Et donc vous avez, et ça c'est une analyse de l'INSEE, les 10% les plus modestes qui on a maintenu leur pouvoir d'achat grâce à l'indexation du SMIC et des prestations sociales. Les 20% les plus riches qui ont gagné en pouvoir d'achat grâce aux revenus du capital. Et les 60, parce qu'il y en a qui n'ont rien gagné, c'est le 7e décile, et les 60% qui ont perdu. D'accord ? Parce que le salaire n'a pas suivi les prix. Bon, vous voyez, dans cette répartition de comment les 120 milliards vont se répartir, si vous dites on veut préserver les plus modestes et on veut pas toucher aux plus aisés parce que vous comprenez qu'on ne va pas augmenter les impôts parce que la seule façon de les faire contribuer, c'est par l'impôt, mais on a déjà des prélèvements obligatoires les plus élevés. C'est-à-dire que vous allez concentrer les 120 milliards qui sont nécessaires à faire sur les 60% qui ont déjà perdu. Bon, ok, c'est possible, mais pensez que ça n'aura aucune incidence ni sur la consommation, donc sur les carnets de commandes qui sont déjà au plus bas. On peut dire, oui, on a déjà connu des enquêtes qui étaient... Non, mais là, si vous regardez l'enquête de l'INSEE, de la Banque de France, les carnets de commandes n'ont jamais été jugés aussi faibles. D'accord. Avec une guerre commerciale qui va réduire les carnets de commandes qui viennent de l'extérieur. Pensez que ça n'aura aucune incidence sur les projets d'emploi, projets d'investissement des entreprises. À mon avis, c'est un pari qui est risqué. Et surtout, si vous dites... il est aussi possible qu'on commence à s'habiller en jeune si 120 milliards portent sur 60% des ménages. Merci. Merci, Éric. Olivier, vous voulez vraiment faire une phrase? Non, je voulais juste mentionner un point, parce que tu disais la perte de la productivité, en fait, elle a été absorbée soit par les salaires, soit par les finances publiques. Elle a été aussi absorbée par une hausse de l'emploi qui a été très forte. On a quand même créé à peu près, alors ça dépend si on compte les apprentis ou pas, mais pas loin de 2 millions d'emplois depuis 2015, on va dire. Et par ailleurs, en fait, et c'est là-dedans qu'il y a la perte de productivité pour partie. Voilà. Donc on a d'un certain côté enrichi quand même la croissance en emploi, et ça, c'est un effet positif de la baisse de productivité. C'est pas un conflit, mais enrichissement à la croissance en emploi ou perte de productivité, c'est la même phrase. C'est la même phrase. C'est exactement la même phrase. Donc, soit vous dites positivement, on a enrichi la croissance en emploi, mais moi, je dis, on a perdu en productivité, c'est la même phrase. Pourquoi je préfère perdre de productivité? C'est que, il faut... On va arrêter, peut-être, non? Bon, vous voulez dire une phrase aussi? C'est simplement... C'est le constat fait par Éric d'une lecture d'une situation. Ce n'est pas un mécanisme économique qui consiste à dire plus il y a d'emplois, moins il y a de productivité. Non, Dieu merci, non. On peut avoir plus d'emplois et plus de productivité. Alors là, on est dans un pays prospère. Et voilà donc l'audition des économistes Éric Heyer, Olivier Rodoulès et Natacha Valla qui ont pu apporter leur regard sur le budget 2026, ce qui permettra au sénateur de poursuivre sa construction dans les prochaines semaines avec l'objectif clair de l'adopter avant le 31 décembre 2025. Merci beaucoup de votre fidélité et très bonne journée sur Public Sénat.